Je continuais à travailler d'arrache-pied. Je passais chaque jour 9 à 10 heures sur mes livres. En janvier, je fis mon stage au lycée Janson de Sailly, sous la surveillance de Rodrigue, un vieux monsieur très gentil. Il présidait la Ligue des droits de l'homme et se tua en 1940 quand les Allemands entrèrent en France. J'avais pour camarades Merleau-Ponty et Lévi-Strauss. Je les connaissais un peu tous les deux. Le premier m'avait toujours inspiré une lointaine sympathie. Le second m'intimidait par son flegme, mais il en jouait avec adresse, et je le trouvais très drôle lorsque d'une voix neutre, le visage mort, il exposa à notre auditoire la folie des passions. Il y eut des matins grisâtres où je jugeais dérisoire de disserter sur la vie affective devant 40 lycéens qui vraisemblablement s'en foutaient. Les jours où il faisait beau, je me prenais à ce que je disais, et je croyais saisir dans certains yeux des lueurs d'intelligence. Je me rappelais mon émotion, jadis, quand je frôlais le mur de Stanislas. Ça me paraissait si lointain, si inaccessible, une classe de garçons. Maintenant j'étais là, sur l'estrade, c'était moi qui faisais le cours. Et plus rien au monde ne me semblait hors d'atteinte. Je ne regrettais certes pas d'être une femme. J'en tirais au contraire de grandes satisfactions. Mon éducation m'avait convaincue de l'infériorité intellectuelle de mon sexe, qu'admettaient beaucoup de mes congénères. Une femme ne peut pas espérer passer l'agrégation à moins de 5 ou 6 échecs, me disait mademoiselle Roulin, qui en comptait déjà 2. Ce handicap donnait à mes réussites un éclat plus rare qu'à celles des étudiants mâles. Il me suffisait de les égaler pour me sentir exceptionnelle. En fait, je n'en avais rencontré aucun qui m'eût étonné. L'avenir m'était ouvert aussi largement qu'à eux, ils ne détenaient aucun avantage. Ils n'y prétendaient pas, d'ailleurs, ils me traitaient sans condescendance, et même avec une particulière gentillesse, car ils ne voyaient pas en moi une rivale. Les filles étaient classées au concours selon les mêmes barèmes que les garçons, mais on les acceptait en surnombre, elles ne leur disputaient pas leur place. C'est ainsi qu'un exposé sur Platon me valut de la part de mes condisciples, en particulier de Jean Hippolyte, des compliments que n'atténuait aucune arrière-pensée. J'étais fière d'avoir conquis leur estime. Leur bienveillance m'évita de prendre jamais cette attitude de challenge qui m'agaça plus tard chez les femmes américaines. Au départ, les hommes furent pour moi des camarades et non des adversaires. Loin de les envier, ma position, du fait qu'elle était singulière, me paraissait privilégiée. Un soir, Pradel invita chez lui ses meilleures amies et leurs sœurs. La mienne m'accompagna. Toutes les jeunes filles se retirèrent dans la chambre de la petite Pradel. Je demeurai avec les jeunes gens. Je ne reniais cependant pas ma féminité. Ce soir-là, nous avions apporté, ma sœur et moi, les plus grands soins à notre toilette. Vêtus, moi de soie rouge et elle de soie bleue, nous étions en vérité fort mal nippés, mais les autres jeunes filles ne brillaient pas non plus. J'avais croisé à Montparnasse d'élégantes beautés. Elles avaient des vies trop différentes de la mienne pour que la comparaison m'écrasât. D'ailleurs, une fois libre, avec de l'argent en poche, rien ne m'empêcherait de les imiter. Je n'oubliais pas que Jacques m'avait dite jolie. Stépha et Fernand me donnaient de grands espoirs. Telle qu'elle, je me regardais volontiers dans les glaces. Je me plaisais. Sur le terrain qui nous était commun, je ne m'estimais pas moins bien lotie que les autres femmes et je n'éprouvais à leur égard nul ressentiment. Je ne m'appliquais donc pas à les dédaigner. Sur bien des points, je plaçais Zaza, ma sœur, Stépha, même Lisa, au-dessus de mes amis masculins. Plus sensibles, plus généreuses, elles étaient mieux douées pour le rêve, les larmes, l'amour. Je me flattais d'unir en moi un cœur de femme, un cerveau d'homme. Je me retrouvais l'unique. Ce qui tempéra, du moins je l'espère, cette arrogance, c'est que j'aimais surtout en moi les sentiments que j'inspirais, et que je m'intéressais aux autres beaucoup plus qu'à ma figure. Au temps où je me débattais dans des pièges qui m'isolaient du monde, je me sentais séparée de mes amis et ils ne pouvaient rien pour moi. Maintenant, j'étais liée à eux par cet avenir que je venais de reconquérir et qui nous était commun. Cette vie où de nouveau j'apercevais tant de promesses. C'est en eux qu'elles s'incarnaient.
Mon cœur battait pour l'un, pour l'autre, pour tous ensemble. Il était toujours occupé. Au premier rang de mes affections venait ma sœur. Elle suivait à présent des cours d'art publicitaire dans un établissement de la rue Cassette où elle se plaisait. À une fête organisée par son école, elle chanta, déguisée en bergère, de vieilles chansons françaises et je la trouvais éblouissante. Parfois, elle allait en soirée et quand elle rentrait, blonde, rose, animée, dans sa robe de tulle bleu, notre chambre s'illuminait. Nous visitions ensemble des expositions de peinture, le salon d'automne, le Louvre. Elle dessinait le soir dans un atelier de Montmartre. Souvent, j'allais l'y chercher et nous traversions Paris, poursuivant la conversation commencée dès nos premiers balbutiements. Nous la poursuivions au lit avant de nous endormir, et le lendemain dès que nous nous retrouvions en tête-à-tête. Elle participait à toutes mes amitiés, à mes admirations, à mes engouements. Jacques pieusement mis à part, je ne tenais à personne autant qu'à elle. Elle m'était trop proche pour m'aider à vivre, mais sans elle, pensais-je, ma vie aurait perdu son goût. Quand je poussais mes sentiments au tragique, je me disais que si Jacques mourait, je me tuerais, et que si elle disparaissait, je n'aurais pas même besoin de me tuer pour mourir.